sûr, à voir à l'ordre du jour. Ce soir, la question des faux diplômes au Cameroun qui secoue le pays depuis quelques jours et on a constaté que ce n'est pas qu'un problème qui concerne l'armée camerounaise parce que dans presque toutes les administrations et même dans les structures privées, on a cette question de faux diplômes qui remet également à l'ordre du jour la question de la diplômite au Cameroun qui finalement peut être à l'origine du chômage. Un long processus qui nous intéresse. Alors c'est un phénomène que nous allons explorer ce soir, comprendre les tenants, les aboutissants, les causes et surtout comment limiter la prolifération des faux diplômes au Cameroun. On va également s'intéresser à la santé des Camerounais. Récemment, les structures, j'allais dire privées pour ce qui est de ceux qui exercent dans le médicament, pharmacie et autres se sont réunis pour trouver un moyen de barrer la route aux médicaments de la rue en structurant un tout petit peu l'accès aux médicaments au Cameroun. Est-ce que ça peut marcher ou c'est pas pour demain qu'on aura l'occasion de voir les médicaments de la rue disparaître? Nous, on se pose la question et avec nos invités, on va essayer d'analyser la possibilité de mettre un bémol sur la distribution anarchique des médicaments au Cameroun et pourquoi pas un tracé perceptible et visible pour les uns et les autres qui sont de préserver justement la santé des Camerounais. Une fois que je l'ai dit, voilà donc votre vitrine plantée. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'un détour. On va dire bonsoir à ce panel qui nous accompagne pour ce mercredi. D'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur et l'opportunité de vous connecter et d'apporter votre pierre à l'édifice Cameroun à travers ce programme. Une fois que je l'ai dit, je rappelle aux uns et aux autres amoureux des tabloïds que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également disponible. Vous pouvez passer via ce procédé pour contribuer également et je le promets du mieux que nous pourrons sur ce coordonnateur général du projet d'investissement en capital humain en abrégé PICHNET organise donc du 8 juillet au 24 août 2024 un stage de vacances rémunéré à l'intention des élèves des classes première et terminale du sous-système francophone et l'ensuite en OPA6 du sous-système anglophone de la ville de Yaoundé et de ses environs. Par rapport aux éditions précédentes, une des grandes originalités du stage 2024 est qu'il permettra aux jeunes de bénéficier des enseignements pratiques de conception, d'élevage et d'échanges thématiques. Par ailleurs, ce stage permettra donc aux apprenants de dialoguer déjà en mode virtuel, sur des problématiques d'intérêt commun avec des étudiants d'universités d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Alors, les conditions à remplir, vous jeunes de première et terminale, ou encore Lower Sixth et Upper Sixth pour ce qui est du système anglophone, sachez qu'il faut être élève des classes de première ou terminale, c'est une évidence, du sous-système francophone ou anglophone, régulièrement inscrit au cours de l'année scolaire 2023-2024. Il faut être âgé de 15 ans au moins et 25 ans au plus tard le 30 juin 2024. Il faut produire une copie du bulletin de notes de l'année en cours ou d'une attestation de scolarité que vous aurez donc adressé à cette structure. Il faut adresser une demande non timbrée de stage de vacances à l'attention du coordonnateur général de PICHNET et bien entendu il faudrait également produire une photocopie de la carte d'identité nationale ou de la carte scolaire en cours de validité, remplir et partager et faire contresigner par votre parent ou votre tuteur une fiche de renseignement téléchargeable sur le site www.pichnet.com et tenant lieu d'accord formel du parent. Les dossiers complets seront donc reçus au siège social de Pichnet, si au quartier Olézois, derrière l'école primaire et maternelle Foustet de Collonges, au plus tard le 27 juin 2024 à 16h. Délai de rigueur. Les élèves présélectionnés seront donc invités à un entretien de sélection au siège de Pichnet le samedi 29 juin dès 8h précises. Contact pour information complémentaire. Fadimatou Nasria au 690 591 262.
Nganouma Achille au 675 213 769, Nico Léopold au 674 70 45 25. C'est donc un communiqué signé du coordonnateur général Onguéné Vincent de Paul. Bien sûr, nous reviendrons sur ce communiqué en fin d'émission pour permettre à ces jeunes élèves de première et terminale pour ce qui est du système francophone et bien sûr de l'Award 6 et OPA 6 pour ce qui est des élèves du système anglophone. Vous pourrez ainsi avoir de belles vacances, bien entendu. On apprend, on gagne un peu d'argent et on s'introduit dans le milieu professionnel, pourquoi pas. Une fois que je l'ai dit, on va à présent s'intéresser à notre panel sur ce plateau. Bonsoir, docteur Hubert Essomba. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bienvenue. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à toutes les populations qui sont notre fan club ici, notamment les populations du village Likakang, le plus beau de l'Afrique centrale. Permettez que je dise aussi bonsoir à toutes les populations de l'Informant, de Legoudi, parce que nous avons justement aussi créé des fan clubs là-bas, des fan clubs de la vérité, des fan clubs de gens qui souffrent, qui veulent justement que leur voix soit portée à un certain niveau, de manière à résoudre les problèmes tout à la fois socio-culturels, politiques et même économiques. Permettez que je dise aussi bonsoir à monsieur le PDG de cette chaîne, qui est une chaîne montante, à savoir monsieur Dieudonné Mvanga, qui est de mon département d'origine. Permettez également que je dise bonsoir à tous les copanélistes, tous les co-discutants qui sont là, qui sont déjà là avec nous. Et que je profite également pour signaler que malgré, comme je dis chaque fois, le plus beau village de l'Afrique centrale, Likakang, pas parce que tout est rose là-bas, c'est parce que malgré tous les problèmes que nous connaissons là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la route, il n'y a pas le courant, il n'y a pas ceci. On essaie un peu de faire par nous-mêmes avec les moyens de bord. C'est pour cela que j'aime toujours penser, dire à chaque fois quand j'ai cette occasion de dire que notre village est le plus beau parce que malgré tous les problèmes, on reste comme ça, on est là, on se débrouille, on reste debout. Et pour terminer, je voudrais également pour dire bonsoir à vous-même également et à tous vos téléspectateurs. Merci d'être là. On va également dire bonsoir à l'honorable Adamo Koutpit qui est avec nous ce soir. Il est député de la Nation et bien sûr il milite sous la bannière de l'UDC. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Tout virginal après la fête du mouton. Bienvenue honorable. Merci, bonsoir Rosalie, bonsoir à mes copanélistes que je ne vais pas présenter en dehors du docteur Essomba qui a déjà décliné son identité. Bonsoir à Madame le Président national de l'Union démocratique du Cameroun, honorable Tomaino Ndamjoya, qui était avec nous hier à l'esplanade de la mosquée de Djinka pour la grande prière, je devais dire avant-hier, la grande prière de la Tabaski. C'est la fête de la Tabaski, c'est pas la fête de mouton. Parce que les moutons ne fêtent pas. Ce jour-là, pourquoi tu veux chercher les problèmes? Ce jour-là, on sacrifie le mouton. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? On ne le bouffe pas. On le bouffe. On les bouffe. En fait, hein? Ils sont bien. Exactement. Les gars souffrent ce jour-là, donc on doit les célébrer quand même. Et donc, je salue avec beaucoup de respect les millions de téléspectateurs de cette grande émission. Je ne suis pas passé depuis, malgré les multiples invitations que vous m'adressez, mais c'est un problème de calendrier. Je dois dire que chaque fois que je peux, je n'hésite pas. Je suis, la preuve est que je suis parti de Fumban hier. Je suis arrivé ici dans la nuit. On avait un dîner de travail à l'ambassade des États-Unis, à la résidence de l'ambassadeur avec les parlementaires américains qui sont là. Et on a fini assez tard. Et donc, malgré toute cette fatigue-là, j'ai dit, bon, si je continue à décliner l'invitation sous le prétexte du calendrier chargé, peut-être vous allez arriver à dire que je boycotte déjà. Ah non, je ne peux pas penser ainsi. Voilà, je sais que vous ne pouvez pas me faire ça. Voilà, donc voilà pourquoi je suis là. C'est un plaisir et je pense qu'on sera à la hauteur des attentes de ces millions de téléspectateurs. J'en suis convaincu. Merci d'être là, honorable. Il est également avec nous Benoît Issiga. Il est syndicaliste. Il est président du syndicat Entente et bien sûr un acteur impliqué dans KAWOF. C'est un plaisir de l'avoir encore ce soir. Bienvenue, président. Merci Rosalie et merci pour l'invitation une fois de plus. C'est toujours un plaisir, comme le disait
mes prédécesseurs d'être sur ce plateau. Donc, l'orientation thématique est souvent très libérale et qui permet un débat fécond. Je pense que nous allons faire la même chose ce soir. Je voudrais saluer tous les copanélistes que je connais et également saluer tous vos téléspectateurs. Je ne passerai pas sans saluer le directeur général ou le fondateur. Le PDG, Très président directeur général. Le PDG Monsieur de Dieudonné. Info TV, qui se bat pour que la parole soit donnée à ceux qui peuvent la produire, afin que l'opinion soit informée, parfois différemment, des thèmes qui intéressent l'actualité nationale. Merci d'être avec nous, toujours attendu l'apôtre Charlemagne Adam et bien sûr Lucien Bidima du RDPC. Avant que de rentrer dans cette émission, on a une préoccupation honorable et je comptais sur vous bien sûr pour éclairer la lanterne des téléspectateurs d'Info Télévision. J'ai reçu énormément ce message, ce projet de loi qui serait dangereux pour les partis dits de l'opposition, pour ce qui est du scrutin à venir où on aurait besoin d'être dans un parti depuis 3 ans. 3 ans si je ne me trompe pas, ça, voilà, avant de pouvoir être à la tête de ce parti-là où on donne quelques conditions d'éligibilité qui semblent un peu drastiques. Est-ce que ce projet de loi est sur la table du Parlement? Non, il n'y a aucun projet de cette nature à l'Assemblée nationale. Je dois d'ailleurs dire que la plénière, la dernière plénière que nous avons eue avant d'aller à la fête de la Tabaski, il y a eu de très fortes rumeurs qui disaient qu'il y a un projet de modification du code électoral sur la table. Moi, j'ai préféré vous avoir sur mon plateau pour éviter de faire dans les faits. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une autre plénière parce que le programme de travaux à l'Assemblée affiche demain une plénière qui sera consacrée à la communication d'un test. Peut-être qu'on va découvrir qu'il y a ça, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun test qui est situé à l'Assemblée dans ce sens. Et je dois profiter de l'occasion pour dire que les conditions d'éligibilité au niveau de la présidence de la République sont éditées par la Constitution. Tire ses sources de la Constitution. On ne peut donc pas venir à modifier les dispositions constitutionnelles par une loi. C'est impossible. Il faudrait que l'Assemblée soit convoquée, afin que le Parlement soit convoqué. Écoutez, comme vous êtes convoqué là. Voilà, non, pas comme nous sommes convoqués, nous sommes convoqués de manière de façon extraordinaire. Pas extraordinaire, de façon en congrès pour écouter un message du président qui va nous dire qu'il y a il entend modifier la Constitution. Donc c'est un peu la démarche à suivre. Bon, toute autre chose, ce sont que des spéculations et je ne peux pas dire que ça n'a pas de fondement. Parce que lorsque on réfléchit un peu sur la manière par laquelle le gouvernement procède souvent pour introduire des changements majeurs dans le système qui sont des systèmes majeurs dans notre pays, parfois on commence par tester l'opinion en créant une rumeur autour de ce qu'on voudrait faire. Donc je ne peux pas dire que c'est une rumeur non fondée. Ça peut être le signe précurseur de quelque chose qui est en train d'être cuisiné au niveau du gouvernement ou de la présidence de la République, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. On attend que ça arrive. Mais je dans peux le dire... cas où ça s'avère par la suite vrai, quel pourrait être l'impact sur les prochains scrutins au Cameroun? Non, l'impact, ce serait tout simplement une éviction du pouvoir dans les affaires internes des partis politiques. Parce que l'investiture, les conditions, les critères d'éligibilité relèvent du domaine de la loi ou de la Constitution ou de la loi. Mais les conditions d'investiture relèvent des affaires purement internes des partis politiques. Vous comprenez? L'État ne peut pas venir nous dire comment choisir qui est-ce que nous devons choisir pour être... L'État ne peut pas venir me dire qui est-ce que nous devons choisir pour être président de l'UDC. Qui est-ce qu'on doit choisir pour être candidat de l'UDC? Ça ne le regarde pas.
C'est un peu pour que les Camerounais qui sont là nous on a vu dans certaines batailles où l'État, à travers le ministère de l'administration territoriale, décide de trancher court et de choisir un président. Moi, je vais vous rappeler, ce serait pas la première fois, mais cette fois-ci, la particularité serait que la disposition prise relève purement et complètement de la compétence interne des partis politiques. L'État a souvent utilisé sa puissance pour régler des comptes politiques à des adversaires à qui on voudrait barrer la route. Rappelez-vous quand, je ne sais pas si c'est 97, le professeur Henri Houbelen devait être candidat. Et à ce moment-là, il chuchotait il était un peu positionné comme le candidat redouté parce que l'opposition boycottait. Bon, ben, on est allé modifier la loi électorale pour ajouter une condition qui voudrait qu'on soit résident, maintenant continuellement résident sur le territoire camerounais pendant 2 ans, sachant que le professeur Obele n'avait pas séjourné continuellement au Cameroun pendant 2 ans. Mais cette manière de faire démontre seulement que nous ne sommes pas encore un véritable état de droit où le pouvoir en place accepte la saine compétition politique. Lorsqu'un adversaire politique est redouté, on va chercher des dispositions législatives ou constitutionnelles pour lui barrer la route d'aller en compétition. C'est de la tricherie politique. Bon, si ça arrivait qu'on nous soumette ça, nous serons contre. Parce que ce serait tout simplement de la tricherie politique. Un parti politique doit être libre de choisir qui il veut, comme candidat. Ce que l'État doit surveiller, c'est de se rassurer que le candidat que vous soumettez là remplit les conditions d'éligibilité prévues par la Constitution et la loi. Sinon, on rejette purement et simplement, et ce sera au dépendant du parti qui aura pris le risque d'investir quelqu'un qui ne respecte pas les critères de la loi. Mais en ce qui concerne le critère de militantisme, mais en quoi ça vous regarde? Si je prends quelqu'un qui est arrivé hier soir, qui a pris la carte d'adhésion de l'UDC, le rôle de l'organe qui est en charge du gendarme des élections, qui est Elecam, c'est de regarder si ce monsieur investi par l'UDC est militant de l'UDC. C'est tout. S'il n'est pas militant de l'UDC, on va dire, bon, comme tu n'es pas militant, ça veut dire que tu es personnalité indépendante, tu dois plutôt remplir d'autres critères que celle d'investiture. Ce n'est que ça. Mais si le monsieur est investi sous l'entête de l'UDC, ils n'ont plus rien à chercher. Qu'il soit arrivé hier ou ce matin et qu'on l'investit le soir, c'est notre problème. Donc l'État doit arrêter de tenter de tricher, n'est-ce pas, de fausser le jeu électoral en manipulant les dispositions législatives ou constitutionnelles. Benoît Essiga, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein, et comme nous on sait qu'au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu, au cas où il s'avère finalement qu'une telle loi soit déposée sur la table du Parlement, en étant conscient quand même que le parti au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale, on peut facilement avoir une telle loi introduite dans le système électoral d'ici 2025. Alors, je pense que... Avec tous les corollaires que cela peut impliquer. L'honorable a un peu planté le décor en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires en tout cas. Je pense qu'effectivement, il ne relève pas de la loi la possibilité d'aller dire à un parti politique qu'il doit investir ou pas. Au cas où ça devient avéré. Ça devient avéré. Oui, parce que puisque là, c'est des rumeurs, c'est des choses qui passent dans les réseaux sociaux et tout. Mais c'est bien d'en parler aussi, parce que comme disait l'honorable tout à l'heure, on fait souvent des ballons d'essai. Et on veut tester pour voir la capacité des populations à agir ou à réagir. Et donc, moi, je pense que cette question, d'abord, s'il s'avérait que c'était orienté, comme le disait l'honorable, vers certaines possibles candidatures, je dirais que ces personnes dont il est question peuvent encore, si même ça s'était avéré, peuvent encore être candidats indépendants, tout simplement. Oui, ben vous savez quand même que les conditions pour être candidat indépendant au Cameroun sont très drastiques, ça peut être compliqué. Ce n'est pas la signature d'un citoyen lambda. Je le sais. Donc, honorable, je le sais. Ces gens-là. Et on sait quels sont les jeux et les enjeux. Mais je dis textuellement, il est possible qu'il soit candidat. Maintenant, le contexte politique va peut-être faire que, mais on a tout vu au Cameroun. Je ne doute pas que les gens puissent avoir 300 signatures au cas où ils veulent être candidats.
Je ne doute pas. Réussir à rassembler. Oui. On sait les écueils qui peuvent être à gauche et à droite, mais je crois que c'est vraiment un peu de distraction pour l'instant. Peut-être que c'est un test, mais en tout état de cause, s'il y a des choses qui sont dans le changement des lois électorales ou autre chose, ben, on le saura toujours en temps utile et non pas dans les réseaux sociaux. Justement, raison pour laquelle j'ai voulu profiter de la présence de l'honorable Koutpit sur ce plateau. Un mot à dire également dessus, docteur Hubert Essomba. On le sait quand même que ça se joue très serré ces derniers temps et les Camerounais sont rentrés dans une inquiétude lorsque cette rumeur a commencé à faire le tour des réseaux sociaux, comme quoi un projet de loi serait en cours de téléchargement pour réviser les conditions d'éligibilité des candidats au présidentiel à venir, notamment les candidats éligibles par les partis dits de l'opposition, une réalité qui pourrait barrer la route déjà à certains candidats à l'instar de Maurice Kamto ou encore déjà Cabral, lui, entre la coupure de Kona et tout, c'est déjà compliqué pour lui. Ben, Kamto, dans son marathon, serait fouché en suspension puisqu'il n'appartient qu'au MRC. Le MRC n'étant pas de militants, ça pourrait être compliqué pour lui de rallier. N'ayant pas des élus. Des élus, excusez-moi, des élus. Il serait compliqué pour lui de rallier rapidement un autre parti pour être élu, investiguer à la tête de ce parti-là comme candidat. Donc cette loi-là, si elle passe, ça peut être véritablement... Si elle existe. Oui, si elle existe et si elle passe, ça peut être compliqué pour certains candidats très très en vue pour les prochaines élections. Vous savez, Rosalie, à la veille d'une échéance comme l'élection qui arrive en 2025, c'est comme si on préparait soit un match de football, soit un match de boxe. Presque tous les coups sont permis. Chacun voudrait jouer sa partition dans l'affaire pour soit renforcer ses capacités ou alors affaiblir ceux qui sont en face. C'est vrai, tout de même, l'honorable a signalé, il n'y a jamais des rumeurs sans quand même une brebis de vérité quelque part. Peut-être que c'est encore dans les casiers quelque part, parce que ça circule effectivement, puisque même au fond du village, j'ai reçu cette affaire-là, peut-être il y a 2 ou 3 jours aujourd'hui. J'ai essayé un peu de parcourir ce qui était dit là. Justement, j'avais cette inquiétude et je me posais la question, quelle était vraiment l'urgence si jamais une telle loi existerait quelque part et que, connaissant effectivement que ça pourra venir justement du parti au pouvoir, connaissant sa majorité obèse au niveau du Parlement, c'est que c'est une lettre qui va passer comme ça passerait à la poste de toutes les façons. Et que ça pourrait permettre à ce qu'on ait une autre idée de la démocratie que nous pensons aujourd'hui dans une phase de maturité, même comme elle est... mais vous m'avez dit tous les jours que... on dit qu'on est en train d'aller vers... On est en train de... Parce que justement, quand vous regardez le projet, la boussole du parti au pouvoir, on dit en 2035, le Cameroun sera un pays démocratique. Donc ça veut dire qu'à l'horizon 2035, on est plus très loin. Parce que quand on est à 2025, il reste 10 ans, donc ça veut dire qu'on est plus quand même très loin de la maturité démocratique. Alors, si on arrive encore à détruire cette maturité qui profite à l'horizon 2035, c'est vraiment assez regrettable. Mais comme rien n'est encore bien précisé, l'honorable est là, il a dit qu'il n'en a pas connaissance de l'existence d'une telle loi. Bon, tout on attend, on va voir. Et ce n'est qu'après, peut-être que cette loi soit présentée, puis examinée, et qu'on pourra peut-être avoir quelle analyse pourront donc à ce moment-là fonder, parce qu'à ce niveau-là, on est en train de tergiverser entre-temps, parce qu'on n'a pratiquement pas quelque chose de substantiel sous la main pour pouvoir s'appuyer et construire un véritable argument de manière à éclairer l'opinion publique sur les attentes. Vous savez que si ça passe, il n'y aura plus rien à faire. Je sais, à ce niveau-là. À longueur de journée sur les plateaux télé, il n'y aura plus rien à faire. Il faut d'abord que ça existe. Oui, il faut d'abord que ça existe. Lorsque ça existe, il y a déjà un mécanisme au niveau du Parlement. Et après le Parlement, on verra, il y a tellement d'enjeux. Ce ne sera peut-être pas comme on pense et comme on voudrait faire penser. Puisque c'est lui qui, si jamais c'est quelqu'un d'en face
qui voudrait peut-être mettre mal à l'aise son adversaire ou ses adversaires de l'autre côté là-bas. Je vous dis que c'est des enjeux et des jeux qui sont en train d'animer la scène pour l'instant. Et comme nous avons un organe qui nous permet d'être informés à tout moment, même au fond de ce que vous appelez les réseaux sociaux, parce que si vous voulez consommer le zoazoa, allez-y rapidement, vous trouverez le zoazoa informationnel et communicationnel dans ces choses-là, et parfois ça désoriente et ça désinforme et ça même à un moment donné, ça peut même provoquer à des risques assez compliqués. Moi, je ne sais pas comment est-ce que des choses passent parfois, peut-être comme le député est là, que le ministère voit ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne se régule pas pour comprendre pourquoi telle information se retrouve à tel ou tel niveau. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine censure à ce niveau? Bon, ça, c'est encore un autre problème. Un autre débat. Lucien Bidima, bonsoir. Vous êtes très sourire, hein, alors qu'on est en train de spéculer sur un sujet qui inquiète l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale. Au cas où une telle loi s'avérait véritable et qu'elle serait posée sur la table, avec, comme il a dit, l'obésité du RDPC, ça passe comme lettre à la poste et la démocratie recule de 30 ans. Bon. Mais c'est de bonne guerre. Non. Non? Je tiens d'abord à dire que pour le moment, c'est pour cela que vous avez invité un député. Ouais. Je n'ai pas encore connaissance d'une telle loi. Et quand j'aurai connaissance, je pourrai donner la position du RDPC. Cependant, s'il faut parler quand même d'une manière globale et donner mon point de vue, l'État, à chaque instant, régule le fonctionnement de la démocratie. Et aujourd'hui, nous assistons à un phénomène où les gens arrivent tout d'un coup et veulent être présidents de la République. On n'a pas leur projet de société. Ça veut dire que même un terroriste partirait, je ne sais pas, de n'importe où, sous le prétexte qu'il va être candidat, prendre un parti politique et devenir candidat à la présidence de la République. Il faut commencer par dire que la notion du président de la République est quelque chose de... C'est une institution. Il faut commencer véritablement par respecter cette institution. Alors, me semble-t-il, je ne sais pas pourquoi, si tel même était le cas aujourd'hui, pourquoi certains partis politiques viendraient en pleurer aujourd'hui, tel le cas de l'UDC. Me semble-t-il, l'UDC a un parti qui fonctionne normalement, ils ont des députés à l'Assemblée nationale, des conseillers. Pourquoi ils viendraient pleurer pour les autres? Ça veut dire qu'il y a... La solidarité il y a un petit plan caché. Et s'il y a un plan caché, ce n'est pas... Vous croyez vraiment que le RDPC est là, ou bien le président de la République est là, au lieu de réguler la vie d'une manière globale sur les partis politiques, on est là à s'occuper d'un individu qui serait éventuellement, qui partirait de tel parti pour l'UDC. Tout simplement, non. Si aujourd'hui on a à prendre une décision, je crois que cette décision-là va dans le sens de réguler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple ou deux. On a comme ça là l'honorable Cabral Lébi. Il n'a jamais milité dans un parti. Hein. Mais chaque année, tous les 5 ans, il loue un parti politique, il devient président. Il devient candidat à la présidence. Qu'est-ce que vous croyez vraiment de ce par rapport à ça? Voilà. Moi, je connais l'honorable depuis pratiquement 10 ans qu'on s'est rencontrés dans les chaînes de radio, de télévision. Il milite dans l'UDC, il a supporté, il a gravi tous les échelons. Le voilà présent pour qu'il soit candidat au niveau, pour être député. Ça n'a pas été qu'il a mérité non seulement la confiance de ses militants, la confiance du parti, parce qu'on l'a vu travailler. Quand il a commencé, il était un simple militant. Mais vous croyez que vraiment aujourd'hui, je viendrai à encourager que dans l'UDC, quelqu'un, parce qu'il a les problèmes avec son parti politique, lui-même, un jour, il s'est déclaré qu'il ne va pas aux élections présidentielles, aux élections législatives et municipales, parce qu'il croyait être plus fort qu'aujourd'hui, il va être parachuté par l'UDC et devenir candidat de l'UPC, alors que, de l'UDC, alors que l'honorable, lui, il est là, qui a travaillé très longtemps et qui peut aussi porter les couleurs de l'UDC. Non.
On ne peut pas continuer à accepter de telles choses honorables. Il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Moi, je crois que s'il y avait même des rumeurs d'un tel parti, d'une telle loi, d'un tel projet de loi, si ça n'existe pas, il faut l'introduire honorable. Parce que c'est très important. Vous qui avez milité longtemps pour que la politique devienne une science, la politique devienne un métier, la politique devienne quelque chose de sérieux. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on se retrouve avec des aventuriers qui deviennent tout d'un coup des éliminés, qui deviennent tout d'un coup des gens qui peuvent prendre la décision du matin au soir qu'ils ne partent pas aux élections législatives, ils ne partent pas aux élections municipales. Et d'un autre coup, ils viennent là, ils disent qu'ils veulent être candidats à la présidence de la République. Mais si tel était le cas, c'est parce que je ne suis pas député. Si moi j'avais été député du RDPC, moi j'allais introduire immédiatement cette loi. Pourquoi? Parce qu'il faut une certaine discipline. Il ne faut pas traiter les cas de la politique globale en mettant en phase la politique individuelle. Rosalie, est-ce que vous-même, je prends le cadre d'ici, à Info TV, on vous a vu batailler à côté de M. Mveng pour que cette chaîne de télévision devienne une grande chaîne. Mais quand vous vous battiez là, vous étiez seul à vous battre. Il n'y avait pas tous ces vautours. Mais maintenant que Info TV est donc l'une des meilleures chaînes de télévision les plus regardées, on a même quelqu'un qui est, on ne sait pas où, on dit que c'est lui déjà qui est le chef de Rosalie. Mais non, mais son cabecérie, à un moment donné, même dans les sociétés, on ne l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas dans les sociétés, si on ne l'accepte pas dans la vie publique, et c'est ça qui détruit ce pays. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous travaillez, vous avez les compétences, mais du jour au lendemain, quelqu'un est parachuté et devient votre chef, avec aigreur et tout cela. Et immédiatement, il commence à vous mater, commence à prouver qu'il connaît plus que vous, alors que vous avez fait un parcours. Je dis que d'une manière globale, il faut réguler ce genre de choses. Et si ça arrive au plan politique, je dirais oui. Parce que Honorable qui parle là, s'il arrive qu'on parachute un autre candidat à la tête de l'UDC, lui-même au fond de lui ne sera pas content. Il ne sera pas content de faire, parce que lui-même il a la capacité d'être candidat à la présidence. Pourquoi pas lui? Mais il faut que les gens soient tout le temps à voir la fonction présidentielle comme leur métier, à voir les Camerounais comme ils veulent monter sur le dos des Camerounais pour être président de la République. Non, le métier du président de la République n'est pas singulier comme ça. Pourquoi Paul Biya devient président de la République? Il a été tout, ne serait-ce qu'au niveau de l'administration. Il a été ministre, il a été secrétaire général, il a été directeur de cabinet civil, il a été premier ministre avant de devenir président de la République. Il a un parcours. Mais vous croyez que vous allez venir comme ça un bon matin, vous quittez de l'université au niveau des banques, vous parachutez dans un parti, vous requittez ce parti-là, vous reparachutez dans l'autre parti, mais on ne vous voit pas militer. Et c'est là que vous devez devenir président de la République. Ou que vous avez votre propre parti qui n'a pas suffisamment de vision, où vous décidez un bon matin que vous n'êtes plus candidat à telle ou telle élection, parce que ça ne vous arrange pas, vous parachutez à l'UDC pour être candidat à cette élection, ça doit s'arrêter. Donc moi, je n'ai pas souvenance, tel projet existe, mais j'ai dit, mais un tel projet les réseaux sociaux là nous aident. Si ça n'existe pas, c'est le moment que ce projet doit exister pour qu'effectivement que la vie politique soit assainie au niveau du Cameroun. C'est très important pour nous tous. Et à ce moment, on aura l'honorable Koupit, que à ce moment, quand il va nous dire qu'il veut être, il est un député, qu'il est candidat à la présidence, on va débattre tout en sachant qu'il a l'amour du pays, tout en sachant qu'il a pris la politique comme son métier. Les chauffeurs ne vont finalement pas devenir les pilotes d'avion. Il faut que chacun se remette là où il est. Donc, j'ai dit que, honorable, c'est le moment qu'une telle loi pour assainir, pour écarter les aventuriers de la vie politique. On peut encore faire ça conseil municipal, je ne sais pas où, mais la fonction présidentielle est une fonction qu'il faut respecter. Donc, il faut assainir, et c'est très important d'assainir. Bon, vous voulez réagir, c'est vraiment 30 ans dans le sujet. C'était juste une question, mais je vois qu'elle passionne. C'est passionnant, et puis le discours du RDPC, il faut que les téléspectateurs prennent note que mon ami Bidima représente le RDPC sur ce plateau. Donc c'est le discours du RDPC qu'on vient d'écouter, ce qui nous rapproche davantage vers la thèse de départ qui disait que l'approche d'éjecter une décision à travers les rumeurs pour voir la réaction de l'opinion afin de l'introduire effectivement est l'une des démarches politiques du RDPC. Mais il faut que je lui dise que tout ce discours, tous les arguments qu'il a pu développer met son parti véritablement en faux par rapport à ce qu'il soutient comme finalité. Je vais commencer par le président de la République que vous avez cité.
il était ministre, il était ceci, directeur de carrière, mais il était tout sauf militant. Vous n'avez pas dit. Non, il était membre du bureau politique de l'UNC. Vice-président, si vous ne le savez pas, je vous l'informe. Merci, et je arrive maintenant. Merci. On ne doit pas être aventuré, arriver dans un parti et puis être investi. Je pense que ton parti, tu devais gagner à dire ce soir que le parti RDPC va commencer à changer. Parce que s'il faut lister ici le nombre de cadres chefs de mission qui devient chef de mission au lendemain du décret qui les recrute dans le gouvernement et comme ils sont recrutés dans le gouvernement, le lendemain il devient chef de délégation RDPC de la circonscription de son département d'origine. On ne peut pas... Mais non, pas de façon élective. Mais ils ne sont ni députés ni conseillers. Attends, ils sont ministres de la République. Oui. Ils sont ministres de la République. C'est eux qui prennent les décisions. Il devient au cadre du parti à quel moment? Non. Au moment où il est devenu ministre. Au moment où il a recruté. Il va militer à quel moment pour maîtriser l'idéologie du parti afin d'être maintenant chef de délégation du parti dans sa circonscription d'origine. Il n'y en a pas. Bon, la troisième chose qu'il faut que vous compreniez. Vous avez dit, le chef de l'État est là pour réguler la vie politique. Et il ne régularise, il ne fait pas cette régulation en fonction des individus, mais en fonction de la vie globale. Oui. Et pourtant, c'est le contraire. Parce que vous-même, vous citez déjà les gens qui sont ciblés, qui seraient ciblés, à être éliminés par là. Ça veut dire que le président, à ce moment, voudrait réguler parce qu'il a le compte à régler à certaines personnalités politiques qu'on aura ciblées. Vous avez parlé de 2 personnalités politiques. Mais vous n'avez pas prononcé le nom, mais la caricature que vous avez faite montre à suffire, n'est-ce pas, qu'il y a ciblage. Et je dois dire, Rosalie, que lorsque le président de la République soumet un test législatif, un projet de test à l'Assemblée, il y a toujours l'exposé de motifs. Dans l'exposé de motifs, il doit dire les problèmes d'ordre général que cette loi vient résoudre et son impact sur la vie de la nation. Si cet impact est positif, c'est ça qui va susciter l'acceptabilité de son projet par la conférence des présidents, qui est l'instance qui décide de la recevabilité ou non. Donc pour le cas d'espèce, je vous assure que il chercherait sur la planète Mars, il ne trouverait pas un argumentaire qui passe à dire aux gens que je veux maintenant aider un parti politique à ne pas avoir un aventurier comme candidat. Si on a un aventurier, c'est à son détriment. Puisque son aventurier va récolter maintenant la faible performance, ce serait bien pour lui de gagner. Si ce sont des gens... Mais c'est nous qui devons nous plaindre. Vous avez focalisé l'attention sur l'UDC en disant qu'on veut investir telle ou telle personne. Vous lisez dans la boule de cristal. Mais c'est nous qui devions être gênés. De dire que mais nous qui sommes dans l'UDC depuis des décennies, qui avons souffert, reçu tous les coups, quelqu'un qui arrive aujourd'hui et nous acceptons l'investir. C'est notre problème. Ce n'est pas le problème de l'État. Ce n'est pas le problème de l'État. L'État n'a pas à venir se saisir au problème individuel des partis dans leur association privée. Parce que les partis politiques sont des associations qui sont reconnues d'utilité publique parce qu'ils concourent au suffrage des citoyens. Bon, venez maintenant... Mais je loue le sursaut républicain du parti au pouvoir qui se soucie d'aider ses adversaires à avoir de meilleures conditions de performance électorale. Mais aller dans ce sens, mais vous savez ce qu'il faut faire dans le code électoral. Ce n'est pas venir dire, vous ingérez dans les décisions. Nous sommes en train, on se connaît depuis. Est-ce que vous vous souvenez que avant que le monde pouvait être, il suffisait seulement d'avoir un parti politique, on pouvait être candidat à la présidence. C'est à un moment donné, vous avez commencé à critiquer ça. C'est pour cela que c'est monté d'un cran au Rosalie. Parce qu'il faut voir l'évolution. On a dit non, il ne suffit plus seulement d'avoir un parti politique, il faut avoir des élus. C'est monté d'un cran. Pourquoi à ce moment-là, vous ne vous êtes pas rébellé en disant, qu'est-ce que vous avez à faire? Nous tous on peut être candidats. Après c'est monté encore d'un cran au niveau de la caution qui était et qui est monté. Mais maintenant, est-ce que ça a un sentiment de position? Mais maintenant, les dispositions que vous citez, j'ai dit rejetées en bloc par l'opposition. Mais vous avez concouru là des c'est moi qui ai posé. Je rappelais ici que
Le président a pris une telle disposition parce qu'on visait à bloquer la voie à la candidature d'Henri Obelet. Et il a réussi. Aujourd'hui, il cible encore 2 acteurs pour... Non, il cible personne. D'ailleurs, il n'y a même pas de loi. Il faut maintenant... Pourquoi il ciblerait? Il n'y a même pas de loi. Non, mais vous avez dit que c'est ça. J'ai dit, je donnais un point de vue personnel. Pas le point de vue du... Il n'y a même pas de soutien. Comment ça vous fait? Mais je vais vous rappeler une chose, Bidima. Faites attention en 2025. Faites très attention. La chose qu'il faut absolument faire, c'est de modifier la loi électorale avant les élections. Et cette modification doit viser les dispositions qui sont critiquables et critiquées aujourd'hui. Ensuite, arrêtez de jouer avec les lois pour régler, pour bloquer la voie aux adversaires politiques, parce que ça ne passera. Ça ne sera plus toléré de toutes les façons. Ça ne sera plus toléré. Vous pouvez... Ça peut arriver à l'Assemblée et passer comme une lettre à la poste du fait de la majorité obèse dont vous disposez, mais il y a des moments où la minorité peut s'imposer. Honorable, je vous en respecte. faisant valoir Personne ne pourra menacer le peuple camerounais, non plus le président de la République à ses prérogatives. Le seul souci qui doit prévaloir pour 2025, c'est le souci de maintenir la paix et la stabilité. Et ce maintien-là, il est là. Pour le faire, il faut aller dans ce sens. À la modification du code électoral pour y nettoyer tous les déchets qui sont mis à dessein pour favoriser la réélection de votre candidat. Sinon, je vous assure que c'est pas parce que dans le discours du président de l'Assemblée, il a évoqué ce qu'il a appelé le hibou qui chante, qui dit ceci, mais c'est pas ça qui nous fera reculer. L'opposition sera... Je vous rappelle que dans les autres pays, avec le même code électoral, par exemple le Sénégal, dont vous plaidez comme souvent exemple. Avec le même Sénégal. Non, mais avec le même code, le Sénégal est devenu... Avec le même code, le Sénégal, Songo le président du Sénégal. Vous pouvez, avec ce code électoral, si vous étiez organisé, vous de l'opposition, aujourd'hui totalement dispersé pour des ambitions totalement personnelles et personnalisées. Si l'opposition était organisée avec ce même code électoral, vous pouviez avoir des résultats. Vous ne proposez rien. Tout ce que vous proposez, c'est nous allons modifier l'amendement de proposer quelque chose au Camerounais qui fait vivre au Camerounais au quotidien. Ce n'est pas un problème de loi. Montrez la conférence de presse qui devait publier ce que nous avons. Ce n'est pas un problème de loi. Est-ce que la loi me fait vivre? Est-ce que la loi fait vivre Rosalie? La loi ne fait pas vivre Rosalie. Merci beaucoup. Ce n'était qu'un clin d'œil qui est devenu une séquence de coups de poing. Mais qu'à cela ne tienne, on comprend que on ne sera pas très surpris si cette loi finalement apparaît au Parlement dans les jours à venir et qu'on s'attend quand même à quelque chose d'explosif par la suite. Bon, c'est vrai qu'on ne nous a pas habitués à des explosions, mais apparemment, ça risque de ne pas passer beaucoup par le système digestif de beaucoup de militants des partis dits de l'opposition au Cameroun. Rosalie, j'avoue que lorsque tu as introduit ce préambule, je n'y voyais pas beaucoup d'impact pour l'émission, mais je me rends compte que quelque chose qui était comme une étincelle est devenu une flamme. Et nous qui étions avant l'arrivée de M. Bidima, nous qui étions à dire non, ça ne peut pas arriver, c'est pas... Mais désormais, vous êtes inquiet aussi. Oui. Je suis presque convaincu. Que ça va maintenant, là. Voilà. Après, je suis convaincu. Je suis un homme politique depuis avant lui. Avant lui. Non, ça c'est vrai. Avant lui. J'écoute et je lis entre les paroles. Voilà. Il a dit exactement ce que lui redoutait, sans qu'il l'ait écouté. Et là, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui se trame, parce que les développements qu'il fait, ce n'est pas les développements d'ordre général, comme on les a fait, non, le code électoral ne permet pas, la loi ne permet pas, mais si d'aventure ça arrivait, ce ne serait pas constitutionnel, d'abord, parce que il faut que ce soit la Constitution qui soit modifiée et que le Parlement soit convoqué en congrès, de manière à ce que le président de la République explique
pourquoi la Constitution est modifiée dans cette disposition. C'est de ça qu'on a parlé avant qu'il n'arrive. Mais, pam, je comprends que dans la tête de certains, il y a des choses à régler. Il a cité des gens. Oui. Non, contrairement à ce que dit M. Dima, il a cité Cabral Libi. Voilà. Ouais. Il a dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais milité, mais qui a loué chaque fois des partis politiques pour se présenter à la présidentielle, pour se présenter. Non, ça ne s'est pas, M. Dima. Peut-être que vous auriez pu arrondir les angles, mais là, vous êtes parti de front pour qu'on comprenne en fait. Parce que votre préambule, je ne comprenais pas très bien qu'est-ce que ça venait chercher là, mais comme c'était une rumeur, il était peut-être bon qu'on se prononce dessus. Mais là, c'est quelque chose dont il faut faire attention. Il faut prendre ça au sérieux. Et là-dessus, moi, je pense que tous les exemples qui ont été donnés par M. Bidima, pour moi, c'est pas pertinent. Je crois que Macron n'a pas fait 3 ans dans un parti avant d'être président de France. Macron a... Et je dis, la fonction présidentielle, c'est la seule fonction qui demande aucune qualification particulière. Oui. Il n'y a pas de profil. Il n'y en a pas. Mon ami Lula, le CAP, il n'a jamais été rien d'autre qu'un conseiller municipal après avoir été à l'usine et il a été l'un des meilleurs présidents du Brésil. Donc il y a des exemples comme ça. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder. Pour nous, une telle disposition qui viendrait à être modifiée pour modifier les conditions d'éligibilité édictées par la Constitution serait tout simplement inconstitutionnelle. Et je crois que pour moi, à ce niveau-là, le débat n'a pas de sens maintenant. D'accord. Vous vouliez également sortir de cette discussion. Juste pour appuyer monsieur le syndicaliste, pour dire effectivement que mon frère de droite a bel et bien avoué ici que le parti au pouvoir aux élections avait des personnes à cibler et les écarter. Parce que là, vraiment, je suis gêné que un militant que je connais très bien. Monsieur Bidimel, on se connaît. De la première heure. On se connaît. Je ne l'ai jamais connu sous cet angle. Ah, d'accord. Aussi léger comme ça. Ben, il a léger parce qu'il vous dit qu'il pourrait se produire. Non. Parce qu'au même moment où il veut personnaliser sa prise de parole, il globalise le parti. Parce que il a dit, si ça dépendait de lui au départ, mais à un moment donné, il vient parachuter en disant qu'il y a des gens qui font des zigzags en politique. Je vais aux élections, comme ça ne m'intéresse pas ici, je vais le faire comme ça après à un moment donné. C'est toujours son point de vue. Ce n'est pas son point de vue là-bas, là c'est plutôt un point de vue qui est partagé dans leur sillage. Même dans l'opposition, hein. Je n'en discourais pas là-bas, mais sauf que moi, j'aurais aimé que vous soyez en train de dire qu'une telle loi reste encore dans le cadre des rumeurs. On est encore en train de discuter là-bas, mais sauf que au sein du parti au pouvoir, nous n'avons aucun intérêt à éliminer X ou Y. C'est d'autant plus que je prends lui-même ses propres mots dans d'autres chaînes, que parfois ils n'ont pas besoin de même bousculer pour pouvoir avoir autant d'inscrits. Parce que c'est le personnel du parti, c'est-à-dire depuis la cellule jusqu'au sommet, et ils en ont suffisamment de la ressource électorale. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de bloquer X ou de bloquer Y. Et là, justement, je suis gêné de penser que ceux qui sont au sein de ce pouvoir, de ce parti, n'aident pas le président de la République. Ils sont là pour d'autres enjeux. Rosalie, avant quand même de lire les messages, il faut permettre. Je crois que quand Rosalie nous invite ici, il nous invite. On va vraiment rester sur une minute. Oui. Il nous invite pour que chacun donne son point de vue, bien entendu. Ce n'est pas parce que je suis militant du RDPC que je cesse d'être un homme politique d'une manière globale. Quand je parle au nom du parti, j'assume au nom du parti. Et je dis au nom du parti, je n'ai pas connaissance, même dans toutes les réunions que nous avons faites, même sur le plan communicationnel, qu'une telle loi existe. Et là, je m'arrête là sur le plan parti. Mais j'analyse tel que j'ai vu. L'honorable analyse en tant qu'homme politique. Voilà. À ce moment-là, je donne mon point de vue que vous n'allez pas écarter, mais en disant quand même qu'il faut continuer à assainir l'environnement politique de notre pays. Parce que les zigzags qu'ils font là, même eux-mêmes ne sont plus d'accord avec ça. Que vous montez, mais ils ne peuvent pas parler ici. Je dis moi, aux politiques, c'est votre avantage.
honorable. Parce que je vais vous dire quelque chose. Par rapport au RDPC. Par rapport au RDPC. Oui, c'est votre avantage. Permettez, nous avons 365 sections. Nous avons près de 7000 sous-sections. Nous avons 1 250 000 personnes qui nous occupent. Voilà de la gestion électorale. Donc, on n'a même pas besoin. Voilà. Que le NRC, que je ne sais pas, le PCNL soit candidat, nous irons à l'élection et nous avons en plus un programme politique. Mais cependant, le président ou bien le gouvernement, quand ils font quelque chose, ils ne regardent pas aujourd'hui. Ils regardent sur le plan global. Qu'est-ce que cela adviendrait plus tard? Mais je continue à vous dire que ce que vous prenez là, lui il a dit que tout le monde peut être président de la République. Non. Peut-être que ça peut se passer n'importe où, mais il ne faut plus sur le plan politique des aventuriers. Aïdjo était quoi? Des aventuriers, permettez. Aïdjo était quoi? Aïdjo a quand même milité dans l'UNC. Permettez, je n'ai pas donné de diplôme. Dit quoi? Je n'ai pas parlé de diplôme. Pas de diplôme. Je n'ai pas parlé de diplôme. Quel est son parcours? Alors, mais j'ai dit, la fonction présidentielle, en mon humble avis, est une fonction importante. Il faut la respecter. C'est que tous les Camerounais peuvent être présidents de la République, mais à ce moment-là, tous les Camerounais doivent remplir les conditions et par la Constitution et le code électoral. Si le code électoral en venait d'être modifié, la Constitution, il n'y aura pas de problème. D'accord. On va donc faire parler quelques personnes. C'est vrai que c'était pas un sujet à l'ordre du jour, qui a finalement été un sujet. À l'ordre du jour, bonsoir Rosalie, sans oublier tous les riches panels. Les jeunes qui ont... Bon, on va revenir dessus. Monsieur Bidima raconte des bobards. Diomaye a été ministre au Sénégal. Il pose la question. Votre démocratie camerounaise ne passera pas en 2025. C'est monsieur Olinga qui nous écrit depuis Essos. Bonsoir Rosalie, monsieur Bidima, qui le président a payé les études, ne peut pas imiter au moins son parent, le président qui ne fait pas trop de bouquins. Jean, qui nous écrit. Allez, on se rend du côté du Gabon. Bonsoir, beauté et génie. Et à votre panel, dites à M. Bidima du RDPC que le Cameroun n'est pas la propriété des personnes et qu'il sache que la fin justifie les moyens. C'est Richard. Bonsoir le plateau. Une remarque pour le panéliste M. Bidima. Tout se décrit dans la vie politique se fait très bien dans tous les corps de l'administration. C'est d'ailleurs l'une des grandes revendications des enseignants. Et de plus, en quoi est-ce que l'organisation interne d'un parti politique concerne l'administration? C'est à Tangana depuis Mokolo. Bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir le grand panel du Grand Soir. Je pense que si cette loi est prise, cela est une bonne chose. Il faut éviter d'avoir à la tête de notre État des voyous politiques qui viennent sur le champ politique par amusement. Ma fille Rosalie, on travaille des années pour devenir élu. Bon nombre de gens parlent du Sénégal, mais beaucoup oublient que Sonko avait travaillé dans son parti depuis des années et aujourd'hui il récolte le fruit de son dur labeur. Quand le MRC refusait d'aller aux élections municipales législatives pour barrer la route UC et autres de son parti, afin qu'il reste toujours le Dieu du MRC, il fallait qu'il réfléchisse d'abord. Je prie Dieu de toutes mes forces pour que cette loi soit votée pour le bloquer. C'est l'apôtre Pierre Ramsès, spirologue depuis Nkwaban. Bonsoir Rosalie. Dites à Bidima qui sera dans l'opposition en 2025 avec son petit orgueil là. Gilles, depuis Douala, qui nous écrit. Waouh! Confortablement installé au moment du soleil couchant et son bateau de noir jusqu'aux lunettes, sans oublier son beau village au Sombok. Adamou tout de blanc et repu des agates nutritionnelles du michui du mouton. Benoît dans un sombrero d'un scénario western du bon, la brute et le truand. J'attends les deux autres panélistes Bidima du partillon pyromane et l'apôtre Suroman avec du sel béni pour exorciser les mentalités lugubres en studio. L'un n'est pas là, l'autre est déjà bien installé. Voilà le rassemblement de danseurs et percussionnistes en marche où milite l'églisien Bidima afin de concocter son esprit luciférien machiavélique pour mieux s'éterniser au trône. Malchance. C'est Massok Thomas. Bonsoir Rosalie, à ton panel, nous espérons que cette modification de loi n'est qu'une rumeur sur les réseaux sociaux. Parce que cette fois-ci, nous n'allons plus le laisser faire. C'est Carlos Gaël Fotso depuis Dia Poma à Douala. Vous voyez que ce n'était qu'un clin d'œil.
Bonsoir Rosalie, c'est monsieur du RDPC fait semblant d'ignorer l'existence de cette loi à venir. Il dit que n'importe qui ne doit pas être président de la République, c'est de la distraction. Il y a des pays où les prisonniers, cultivateurs, etc. sont devenus présidents de la République. Ces gens ne sont pas prêts à laisser les autres Camerounais gérer ce pays. Inscrivons-nous massivement. J. Penyam depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie, Bidima est un problème pour notre parti, le RDPC. Pourquoi se focalise-t-il toujours sur le professeur Kanto et sur Cabral? C'est le professeur Mbibi depuis Tiang qui nous écrit. Bon, apparemment. C'est leur maison. Bonsoir Rosalie, à tout le panel. À entendre le représentant du RDPC parler, ça montre que Maurice Kanto et Cabral Ibi font peur au système BIA. Bonsoir Madame Rosalie, vraiment la peur a changé de camp. Le RDPC a tellement peur de Kanto et ça se voit. Bonsoir la sublime Rosalie. Demandez à M. Bidima si M. Mekoulou, pour être nommé directeur général de la CNPS, était un agent de la CNPS. Demandez-lui si M. Kanto est nommé au Cameroun. Demandez-lui si l'ancien banquier président béninois ou l'actuel était militant Rigobert, ancien agent CNPS à la retraite, qui pose la question. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît, demandez aux gendarmes de la République de commencer par réguler leurs différentes administrations, parce que nous savons que dans notre administration, on entre aujourd'hui et selon ces relations, on devient haut cadre au détriment du profit de carrière. Si je me souviens bien, c'est au RDPC qu'est née la pratique des investitures, notamment lors des élections municipales et législatives où les gens venus de nulle part sont investis à la tête du parti et imposés comme maire dans ces localités. On repart du côté du Gabon. Bonsoir le plateau, manifestement, le RDPC joue avec le feu désormais. C'est Richard depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Rosalie, Bidima n'est pas digne de votre plateau aujourd'hui. C'est quoi son problème? Il prend l'exemple d'Info TV qui ne tient pas. Ah non. Vous voyez comment vous nous menez. Bon. Sauf que ce que vous tous dites aussi n'est pas vrai. Vous n'avez Bon, pas de... non, je préfère ne pas lire parce que c'est très polémique pour le fonctionnement de l'entreprise en interne. C'est parce qu'il a pris l'exemple d'Info TV tout à l'heure et du coup, ça entraîne de créer un débat en externe qui ne mérite pas être, donc ça ne sert à rien. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a, surtout dans le privé, tout dépend de l'humeur d'un patron. Là, c'est la gestion du business de quelqu'un. S'il se réveille et qu'il juge que c'est la chaise qui lui sied pour être directeur, il met son directeur qui est sa chaise. Mais c'est différent des structures publiques où notre agent est injecté et tout. Donc, il y a une différence et c'est à ce niveau que je voudrais dire aux téléspectateurs aussi que la remarque qu'il fait par la suite n'est pas non plus pertinente puisqu'il trouve que votre examen n'était pas pertinent. Je lui rappelle également que ce qu'il dit par la suite ne l'est pas aussi. Donc, mieux faut laisser ce débat. Il n'atteindra jamais le niveau politique de Cabral Ibi Lingué, un simple bavard sur les plateaux. C'est quoi son problème? Donc, c'est un militant du PCA. Bonjour, ma bien-aimée Rosalie. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis écœuré. Quand j'écoute Bidima, à 43 ans, ils sont incapables de donner la CNI, l'eau potable, l'électricité, les routes. Je ne parle même pas d'emploi et le monsieur vient se jouer le stratège politique, le professionnel de la politique, dans la médiocrité. Chaque chose a une fin. Aïe doit finir comme nous savons tout cela. Avec des erratiques. Comme Bidima, le Cameroun ressemble à une caverne avec beaucoup d'illuminés dans ce pays. Ma bien-aimée Rosalie, je demande à mon frère Bidima de respecter l'intelligence des Camerounais. Il vient toujours nous crier dessus, il nous gronde, il nous dit tout ce qu'il dit là. Qui respecte les Camerounais. C'est tout dit. Depuis la Côte d'Ivoire. Allez, nous sommes en Guinée équatoriale. Bonsoir, ma petite Rosalie, s'il te plaît. Demande à monsieur... Demande à monsieur Bidima de ne plus monopoliser le plateau et laisser les autres aussi s'exprimer. C'est quoi son problème? Monsieur Bidima, vous insultez le président des partis politiques. Pourquoi vous ne créez pas aussi votre parti? Il est déjà dans un parti. Il est déjà dans un parti. Bonsoir le grand soir. Monsieur Bidima est clair dans ses propos. Après avoir écarté Cabral, il fallait passer sur Kanto. C'est malheureusement ça son parti. Bonne émission. C'est Constant qui nous écrit. Non, je vais m'arrêter. C'est très nombreux. Bonsoir à notre déesse des antennes et aux invités. Je me demande, là nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Je me demande comment les égalisions verront, puisque leur pasteur est le fils du chef, qui voteront-ils en 2025? Diego depuis les États-Unis. Je comprends pas. Je
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Rosalie, le RDPC joue avec le feu. Ils sont en train de tout faire pour empêcher la diaspora de voter. Le directeur de l'ECAM est devenu législateur. Nous sommes tous des Camerounais. Pourquoi exiger la résidence? C'est Eric qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale ce soir. Je pense que ce sujet, on va le ramener. Bonsoir ma mère. Il faut dire à M. Bidima de nous laisser tranquilles. En 2025, il va changer de discours. Les jeunes ont déjà compris. Ils sont nombreux. Il nous dit qu'ils sont près de 2 millions de militants. Nous, les jeunes, on va se battre en 2025. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Ton fils Dominique Joël qui nous écrit ce soir. Merci Dominique. Proposition, bon, je ne peux pas commencer à lire les propositions des partis politiques. Là, c'est compliqué. Bonsoir la Rose du Cameroun. Beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup. Nous, on va poursuivre cette émission avec le temps qui nous reste. On verra ce qu'on peut faire puisqu'on a un sujet qui s'est improvisé et qui en est devenu Donc, ça s'annonce compliqué pour 2025 et nous serons toujours là pour accompagner, bien entendu. Ok, que le goût du miel. Ok. On parle à présent des faux diplômes. Je le disais à l'entame de cette émission, docteur Hubert Issomba, le constat s'impose de lui-même. On parle de plus en plus de faux diplômes. Je ne vais pas revenir sur les plus de 1000 diplômes, 1312 pour être plus exact, démantelés dernièrement par le MINDEF. On a constaté récemment également au niveau de la CNPS, on avait eu des cas de faux diplômes. On en a dans presque toutes les administrations au Cameroun, des cas comme ça où on découvre des gens qui brandissent des diplômes et après ces diplômes-là sont faux. Et le mal gagne du terrain. On a beau détecter des faux diplômes, on en a un peu plus dans les années qui suivent. Comment comprendre qu'au lieu de baisser, la courbe, elle prend une tendance exponentielle? Ce qui n'est pas puni est permis. Ah d'accord. Ce qui n'est pas puni est permis. Oui, puisque chaque fois on décrit et rien n'est véritablement et efficacement fait. Alors, le mal perdure et le mal prend justement de l'ampleur. Bon, avant de répondre de façon beaucoup plus objective à votre question, c'est qu'il faut d'abord commencer par... Je ne vais pas donner une définition savante ici du diplôme. Parce que c'est là où, si on regarde la définition du diplôme, on peut mieux et peut-être les valeurs fondamentales d'un diplôme, bon, c'est là où on peut arriver à spécifier les catégories de faux diplômes. Parce que je me rends peut-être d'accord, donc il y a même les catégories. Il y a des catégories parce que moi, je me rends peut-être compte que vous vouliez parler des diplômes qui ne sont pas du circuit connu. Donc, il y a des diplômes qui doivent être dans notre circuit. Ah oui. Donc, je vous dis qu'il y a beaucoup de catégories de faux diplômes. Alors, le système que nous avons nous prédispose à avoir des faux diplômes. Parce que il y a des faux diplômes, les diplômes non utiles, et il devient faux. Parce que lorsque vous sortez d'un circuit et que vous n'avez rien à faire avec le parcours, ça ne sert pratiquement à rien. On parle de ces systèmes scolaires qui est en situation d'inadéquation criarde avec les réalités du milieu socio-économique, d'abord de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Vous voyez qu'à une époque, parce que quand vous parlez de faux diplômes, il faut justement aller d'une période à une autre. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça augmente au fur et à mesure que le temps passe. Parce qu'à une période, lorsque nous étions sous le joug de la colonisation, à quoi servait le diplôme? Ces gens étaient là pour former les auxiliaires qui devaient servir justement comme auxiliaires dans les administrations coloniales. Alors, ils n'avaient pas un souci d'une certaine longévité, alors d'une certaine vision assez futuriste. Ce qui fait que les gens concouraient pour pouvoir accéder à la fonction. Et une fois sortis de la colonisation, nous ne sommes pas sortis du système scolaire qui justement prédisposait les gens au sortir du système scolaire à accéder à la fonction publique, par exemple. Alors, si donc maintenant la fonction publique est réduite et qu'il y a plus de Camerounais qui viennent toquer à la porte de l'entrée à la fonction publique et que les mécanismes sont compliqués, à un moment donné, ça va compliquer le système de manière à ce que, comme c'est le papier dont on a besoin et on n'a plus souvenance des compétences, peu importe, là où on a pris le diplôme, on vient juste présenter ce papier, qu'on ait des compétences ou pas. Autre chose
Quand vous prenez par exemple au jour d'aujourd'hui, certains quartiers réputés qui produisent ces papiers diplômes qui n'ont pas de valeur légale, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a même des thèses qui sont soutenues. On dit allez à tel ou tel endroit. On produit les papiers diplômes là-bas au jour le jour, matin, midi, soir. Et à la fin de cette soutenance, on applaudit, on prend le document, on regarde quelque part, on n'a fait rien. Ça fait que justement, c'est comme si c'était un système qui encouragerait. J'ai même dit qui encourage. Il y a des quartiers à Yaoundé, à Douala et un peu partout au Cameroun qu'on connaît nommément que là-bas ça se passe ainsi. Aller à tel endroit, Qu'est-ce qu'on fait? Et rien. Moi je suis peut-être gêné que c'est une seule abstention que chaque fois vient nous brandir qu'il a réussi à détecter les quelques faux papiers. Et ailleurs, chez les enseignants, chez les médecins, est-ce qu'on fait le même travail là-bas? Qui vous dit qu'il n'y en a pas de ce côté? Alors comprendre. Donc non, la question n'est pas aujourd'hui de savoir s'il y en a, puisqu'on est sûr que dans tous ces corps de métier que vous énoncez, il y a des faux diplômes. La question est de comprendre. Pour vous dire que le papier là vient parce que on tient compte du papier et non des compétences. La question des diplômites. Oui, c'est tout ça. Parce que si on tenait compte de ce qu'on savait faire, le papier va compter moins. Mais plus on tient compte et on fait plus confiance aux diplômes et connaissant justement les mentalités de notre pays, parce que lorsqu'on peut accompagner un papier avec une chèvre et quelques bouteilles, je ne sais pas trop bien voilà, et même de l'argent, votre papier, qu'il soit bien ou pas, il va passer. Ou alors si c'est l'oncle qui accompagne votre papier. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, la compétence. Et vous voyez à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Le circuit de corruption, le circuit de ceci. On parle matin, midi, soir. Véritablement, c'est comme si on s'adressait à d'autres qui n'ont presque rien à voir avec notre pays. C'est comme si justement Stuart disait en 1966 que au sortir de la colonisation, nous avons été transformés en des établissements extérieurs où les ouvriers, nous sommes ouvriers dans ces établissements, et donc là-bas dedans, c'est pas le rendement de l'entreprise de l'établissement qui compte, c'est ce que je gagne qui compte. Voilà donc aujourd'hui la conséquence, notamment la profusion des faux papiers. Donc, si on suit le raisonnement du docteur Hubert Essomba, la diplômite est aujourd'hui à l'origine, à la base même de cette question de faux diplôme, parce que vu qu'on a tellement donné d'espace à l'importance du diplôme, peu importe son contenu, tout le monde veut en avoir pour pouvoir être respecté dans la société, si je comprends bien entre les lignes, pour avoir un regard différent posé sur lui. Et du coup, on est prêt à tout pour avoir le maximum de diplômes, et à partir de là, on court après le diplôme et non après le savoir. D'accord. Votre regard, pourquoi on a autant de faux diplômes aujourd'hui au Cameroun? C'est un problème structurel, c'est un problème institutionnel, c'est un problème de vision politique. Et je pourrais vous recommander un manifeste qui a été écrit par des enseignants. L'école nouvelle. Toutes ces dérives-là découlent du système scolaire. Tout. Comment on a formé le citoyen, comment on le forme à la base et progressivement en adéquation avec la vision de développement économique et social du pays. Ce n'est pas le cas. Donc, quand on fait toutes ces analyses-là, il faut qu'on se rende compte que on a pris le mauvais chemin et donc toutes les conséquences que nous avons ici, les faux diplômes et tout le reste, c'est la conséquence d'un mauvais système scolaire contrôlé de l'extérieur. D'accord. À partir des accords de coopération. Il faut le dire. Donc, on se noie là, on se bat, on voit les conséquences. Pour résoudre le problème que nous décrions ici, il faut résoudre le problème systématiquement, c'est-à-dire sur le plan politique, du système politique. Ça veut dire qu'il faut changer le système politique. Lorsqu'on parle de changement du système politique, on n'est pas contre le système en place, mais on est contre maintenant à cause des conséquences. Dans la durée, 66 ans plus tard,
on en est là. C'est-à-dire, quel est le système de valeurs que nous respectons? C'est la corruption, c'est le vol, c'est la fraude. Plus on en découvre, et plus il y en a qui reviennent. Il y a quelques années, c'était, je crois, 900. Toujours dans le même ministère. Ouais. Cette année, ça a fait 1300 et poussière qu'on a découvert, entre guillemets, parce qu'il y en a encore. On n'a certainement pas tout découvert. Dans quelques années, ce sera encore plus. Donc, ce n'est pas dans les conséquences qu'il faut trouver la solution, c'est plutôt dans les causes. Et les causes ici, c'est le système politique. C'est l'orientation, c'est la vision, c'est l'idéologie même qui fonde notre État aujourd'hui avec tous ses démembrements. C'est de ça qu'il faut parler. Et on éradiquerait tout ça si on change le système scolaire. Parce que si nous décidons que dès la base, c'est un exemple, hein, on dit on a besoin demain parce que la vision c'est que nous ayons à transformer les minerais de fer, nous ayons à transformer tel ou tel autre produit du sous-sol. On commence donc à former les enfants à partir du primaire pour qu'ils arrivent et qu'on les mette là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas donc la formation adéquate, ça leur donne le droit d'aller créer un diplôme qui leur octroie une compétence qui n'est pas la leur afin d'aller travailler quelque part où ils n'ont pas de... On n'arriverait même pas à ça. On n'arriverait pas à ça. Je vais donner un tout petit exemple. Je n'aime pas prendre les exemples à ce qui me concerne. Je sors de l'école et j'ai au moins 4 capacités d'embauche. 4. Là, on m'a vu à l'œuvre quand on faisait les examens, j'étais major et tout ça. Il y a 4 sociétés qui m'ont sollicité et j'en ai pris une. Voilà. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on doit arriver. On doit arriver... On ne doit pas être 1000 pour une place, mais on doit avoir 10 places pour un Camerounais. Oui. 10 possibilités. Et que la société juge de par compétence. Tu sais, lorsque nous parlons comme ça, c'est un peu aussi pour que ceux qui sont encore là, qui puissent éventuellement s'adapter et amoindrir les conséquences que nous décrivons aujourd'hui. Lorsque vous avez les actes de Kumba, ça a commencé quand? Les actes de Kumba. C'est depuis toute une localité, Kumba. Donc, pour avoir un acte de naissance, il fallait aller à Kumba, et on vous fabrique tout ça et ça vient. Maintenant, ça a envahi partout, et ce n'est plus seulement les actes de Kumba, ce n'est que le nom. Il y a déjà les actes de Bonamoussadi, de la poste centrale, du château, les actes de... Tiens, on parle du château. Comment on fait pour faire la photocopie moins chère au château? Comment on fait? Vous vous êtes souvent posé la question? Non. Il faut la poser, il faut enquêter. Moi, j'ai ma petite idée, mais je ne vais pas la dire ici parce que je ne suis pas payé pour ça. Comment on fait pour faire 10 francs de photocopie à Bonamoussadi? Comment? Voilà, c'est le faux diplôme également. C'est-à-dire, c'est la même situation. Donc, je pense que c'est vrai, il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire par la suite, mais la loi dit quand même qu'est-ce qu'il faut faire quand on a fait du faux et usage de faux. Il faut sanctionner, il faut punir, il faut le punir. Et durement. Si on ne fait pas de la punition, je me souviens, à un moment donné, on a attiré l'attention au chef de l'État à plusieurs reprises. Il a demandé où sont les preuves. Il l'a demandé en tant que procureur général de la République. Monsieur le Président ne pouvait pas nous demander où sont les preuves. Il y a l'autosaisine. Donc, au jour d'aujourd'hui, le panéliste docteur Somba, il l'a dit, plus on en découvre, plus il en arrive, et plus il y en aura encore. C'est comme plus on met les gens en prison, plus il y en a encore, plus encore qui continuent à frauder. On vient encore de découvrir les choses sur le, comment tu appelles ça, le truc pour le sida et tout ça là. Oui. Le programme SIDA et tout ça là. Avec la baisse de l'aide du Fonds mondial. Mais on dit qu'il y a des remèdes, qu'on ne distribue pas, qui sont là, qui se périment, et qu'on ne distribue pas.
On dit que pour faire le contrôle, on est allé chercher des congélateurs qui ne fonctionnent pas pour présenter. Comment ça se fait au ministère, au même ministère? On peut avoir la pudeur de ne quand même pas encore faire en sorte qu'on parle du même ministère de la santé. C'est la santé des populations. Donc, toutes ces dérives-là, ça découle du système politique. D'accord. Donc, si je vous suis bien, Monsieur Bidima, c'est que nous sommes trempés dans un système de faux. Tout est faux. La fraude, c'est notre respiration. On est habitué dans tous les secteurs. Tout le monde truc. Donc, conclusion de course, même si on s'attaque au faux diplôme, on n'aura pas véritablement une sortie, une solution claire. Il faut s'attaquer au système politique qui a imposé cette habitude de voler et de truquer. Je suppose que c'est en résumé ce qu'il veut dire. Donc, tout est faux, tout est à refaire. Je crois qu'on va encore beaucoup parler de moi parce que Rosalie, il faut d'abord faire une précision pour que vous n'ayez pas de problème. Ouais. Une entreprise privée appartient justement à non, ne vous inquiétez pas. Non, il faut que ça soit bien clair. Et que si j'ai pris un exemple par rapport à ça, je disais par rapport à l'éthique. Bien sûr, bien sûr. C'est clair, on a compris, ne vous inquiétez pas. Etc. Ça n'a rien à voir avec M. Mben qui lui est un homme. Non, rassurez-vous. Il n'y aura pas de souci dessus. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que vous avez dit n'est pas faux non plus. Voilà. Il faudrait pas qu'on en fasse un plat. J'en viens, vous voyez, moi je n'aime pas. Ça dit, je ne sais pas pourquoi parfois les enseignants sont toujours au sujet. Je ne comprends pas. Un problème. Pourquoi il y a les faux diplômes? Ils vous malmènent dans les problèmes de corruption, dans les problèmes. Vous n'avez pas posé le problème. Quelle est la véritable situation de notre cadre scolaire ou de notre enseignement? À ce moment-là, quand vous allez poser ce problème, on viendra parler de l'enseignement professionnel, qui aujourd'hui, qui peut nous donner énormément d'opportunités. Mais Rosalie, vous parlez de faux diplômes alors que les deux là, ils ont des bons diplômes. Et ils viennent en soutenir quelque chose qui est insoutenable. Moi, je vais vous dire, jusqu'à 1990, moi je crois que les Coupites et tous ces gars qui sont ici, on a fait la vraie école. Et je vais vous dire pourquoi 90. Parce que moi je me souviens, moi je suis parti à l'école, j'ai fréquenté dans une école catholique, qui est d'un colavolo qui était exagérément sérieuse. Pourquoi? Parce que ma grand-mère était catéchiste. Moi, j'ai fait 3 km, 6 km à pied, je n'avais que 3 ans. Et il était totalement interdit, d'abord, de tricher. Ouais. Les prêtres ne l'acceptaient jamais. Et il y avait les cours de moralité, c'est-à-dire on nous apprenait l'éthique, la peur de l'autre, le respect de l'autre. Et il fallait avoir la moyenne pour passer d'une classe à une autre. Ouais. Nous avons fait cette école-là. Elle a beau être une école coloniale, etc. Et je me souviens que jusqu'à l'école, quand en 90, effectivement, il y a des problèmes, la crise économique arrive, il n'y a pas moyen. Moi, pour que je parte à l'université, j'ai dû écrire au chef de l'État, je le dis tous les jours. C'est lui qui a payé mon cycle universitaire. Mais il m'est arrivé des moments de partir soit à pied. Et je me souviens qu'on a expérimenté tout ce qui se trouve à soi aujourd'hui, c'est-à-dire les unités de valeur, les modules sur nous. Quand j'entre en première année, nous sommes 3000. Mais quand nous partons faire la licence en 1994, il y a à peine 50 licenciés par le système de modules. Il n'y avait pas moyen de tricher. Et nous arrivons en maîtrise, nous sommes 12, et en doctorat, nous sommes 5. Et on se connaît tous, parce que nous sommes tous des camarades. Et vous allez voir que quelqu'un qui a fait une bonne école comme vous, Rosalie, quand il arrive dans une chaîne de télévision, ou bien quelque part dans une administration, cette valeur-là se démontre toujours. Alors, quel est le problème de faux aujourd'hui? Quel que soit ce que le gars a dit, même si on met en place une école professionnelle, si quelqu'un est habitué à faire le faux, le moindre, il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout, il le fera. Le problème, c'est quoi? C'est que les parents, et je les accuse, ont totalement abandonné leurs enfants. Parce que le problème de faux diplôme n'est pas seulement un problème d'enfant. Lorsqu'un enfant quitte le pays pour aller chercher un faux diplôme ailleurs, c'est le parent qui paye son billet d'avion pour qu'il y parte. Aujourd'hui, les parents ne se soucient même plus de regarder ce que font leurs enfants, ceux qui fument à 12 ans, etc. Quand ils partent même à l'école, ils ne sont pas sûrs qu'ils partent à l'école. Quand ils disent qu'ils ont eu un examen, ils ne vérifient même pas qu'ils ont eu un examen. Moi, Rosalie, j'en ai 8. 4 systèmes anglophones, 4 systèmes francophones.
Je n'ai jamais rencontré un enseignant pour dire que comment l'enfant va faire comment pour avoir tel ou tel examen. Mais je vais toujours le jour de la programmation des résultats. Pour me rassurer que cet enfant a eu la moyenne, parce que j'ai eu une éducation catholique très très sérieuse qui ne me permet pas d'appuyer les incapables ou le faux. Alors le problème de faux diplôme aujourd'hui, c'est un problème où certains Camerounais veulent arriver à tout prix, à tous les prix. Et il faut féliciter le ministre Bitia Somon, qui est quand même dans un secteur aussi sérieux que l'armée. Lorsque vous entrez avec un faux, et c'est finalement ces gens-là qu'on retrouve aujourd'hui, des militaires ou des gendarmes braqueurs. Il faut aller d'abord dans l'éthique. Le président Paul Biya a mis une vision, la moralisation, l'éthique. Où est parti ça quand il donne cela? Ça ne concerne pas que le président Biya, ça nous concerne tous. Et on en arrive aujourd'hui avec les professeurs. Mais Rosalie, vous êtes journaliste. Mais regardez aujourd'hui ceux qui sortent. Ils ne sont même pas capables de faire un papier. Mais ils se retrouvent avec des diplômes de journalisme. Regardez un enfant aujourd'hui qui a un master 2. Il ne peut même pas vous faire un résumé. Et pourquoi la faute à qui? La faute aussi à ces enseignants qui ne font plus leur travail. Parce qu'eux-mêmes, ils sont passés par le système de fond. Ils n'ont pas les capacités de bien enseigner. On arrive à avoir des élèves qui ne sont pas bien formés. On a beau parler du système d'éducation politique, mais c'est un problème d'ordre personnel qui concerne un État. C'est avec le même système d'enseignement que les autres États se développent. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai fait la bonne école. Conséquence, je suis parti fréquenter en Israël où j'ai fait un DCS en gestion de projet. Moi, j'ai 17 diplômes en passant. Moi, j'étais majeur devant les Israéliens, devant les Américains, en gestion de projet, en comptabilité. Parce que je n'ai jamais triché. Je ne sais pas comment on fait pour tricher. Et c'est que c'est le goût de l'effort. Alors, je dis qu'on ne vient pas à nous donner une raison quelconque. Quand le système d'éducation changera, qui deviendra professionnel, adapté, oui, je dis que c'est un bon système. Parce que si vous prenez le système d'Israël, quand vous mettez en place la gestion des projets, l'État vous finance du début à la fin en mettant les moyens qui vous permettent d'implémenter le projet que vous avez initié et en mettant les moyens de suivi. Ça, il faut en arriver là et je suis d'accord avec lui. Parce que ce n'est que le seul système qui aujourd'hui peut nous permettre de développer notre pays. Parce que ça ne sert à rien que tous les ans, on nous produise 30 000 licenciés en droit, en histoire, en sociologie, ou bien en langue anglaise, ou en langue anglaise de New York, etc. Ou en chinois. Aujourd'hui même, c'est déjà devenu ça. En italien. Il faut aller dans la prospection, et je suis d'accord avec le grand frère, dans la prospection de ce qui peut plus tard être investi ou développer notre pays. Et à partir de là, on commence à former les gens à des métiers. Là, les fautes mais cependant, c'est là où je viens. Mais cela ne doit pas nous écarter de la personnalité que nous avons. Parce que si vous acceptez là que votre enfant, est-ce que vous savez que les enfants, certains parents aujourd'hui, partent jusqu'à acheter des professeurs pour qu'on donne les notes à leurs enfants. Même si on arrive à ce système professionnel, et ayant des parents qui ont démissionné de leur rôle, ayant les enfants aujourd'hui qui se droguent, qui peuvent taper sur les professeurs et qu'on encourage ça, ayant même à dire aujourd'hui que le bâton est interdit au niveau de l'école, alors que moi j'ai vécu sur le bâton. Et c'est pour cela que je suis devenu un homme. Ayant aussi le fait que parce que mon père est tel, ou ma mère est telle, que je devais devenir. Mais il y a aussi les gens comme nous, Rosalie. Moi, je suis Bidima, il n'y a pas un autre Bidima qui existe. Et j'ai parlé de moi-même ici, là. Je me suis formé. Laissez-moi, je vais oublier. Non, c'est juste... Laissez-moi citer. Alors, j'ai dit, oui, vous allez dire. Alors, j'ai dit, il faut les couper à d'amour. Les Bidima qui se sont formés par eux-mêmes, parce qu'ils ont fait la bonne école, parce qu'ils ont étudié. Il faut que le Paul Biya. Paul Biya s'est formé. Il faut encore tous ces gars-là que nous voyons, même au niveau de notre administration publique, parce qu'ils ont fait la bonne école. Donc, rien ne peut justifier de soutenir les faux diplômes. Nous devons amener nos enfants aujourd'hui à avoir de l'éthique, parce que quand vous soutenez un faux diplôme, c'est terminé pour la société, parce que cet enfant-là, c'est la faux jusqu'à la vie. Jusque-là, je ne suis pas convaincu que vous avez réussi à répondre à la question. Parce que vous avez voulu, de par votre... Je vous ai toujours dit que pour mieux parler
et dire pertinemment ce qu'il faut dire. On n'a pas trop besoin d'avoir tout le temps pour dire tout. On parle de la profusion des faux papiers. Vous venez ici dire que les enseignants sont hors sujet, que c'est vous qui allez donner l'origine des faux sujets. Écoutez, vous allez imposer une problématique faux diplôme. Vous avez parlé de l'économie, de la corruption, entre les professionnels, ça va arriver. Nous tous là. Parce que vous les enseignants, vous êtes sur les pistes de ce faux. Un parent, Rosalie, vous êtes comme les parents ont démissionné. Un parent qui passe tout son temps pour pouvoir joindre les deux bouts, non, peut avoir quel temps. Ma grand-mère va aller au baptême de Magnon, contexte sexuel, il c'est pas aussi. Ne veut pas justifier les gens qui font les faux. Voilà, ne veut pas dire un enseignant qui fait ça avec les faux. Vous voyez comment ce pays peut se développer avec un enseignant qui justifie le faux. Vous laissez le faux. Vous qui avez le faux. Vous êtes un enseignant pas. Vous ne pouvez pas faire les examens pour il faut le dire. C'est vous qui donnez l'eau. Vous composez une vous les distribuez. C'est du n'importe quoi. Ça ne pas ça. À quand est-ce que vous avez accusé est-ce que vous avez puni un enseignant qui va avoir donné l'eau? À quand est-ce que vous avez puni un enseignant pour avoir donné l'eau aux enfants? Je n'en ai pas souvenance. À quand le président Biya, écoutez bien monsieur, le président Biya, vous voulez faire la c'est que moi j'enseigne, la distraction. Ça, je suis convaincu que vous ne pouvez pas gagner ça. Arrêtez-moi ça. Qu'est-ce que le président Biya a fait? Vous avez les gens qui vous prenez au foot et toujours au pays. Parce que quand vous dites là, le président a fait un décret, le ministre le ministre avait demandé de suspendre le bâton. Puis il avait demandé de ne pas pouvoir punir quand on a attrapé un j'ai dit, ceux qui sont ne le font pas. Et ils viennent vous embrouiller ici. Ces gens du RDPC, ils sont comme ça. Mais le RDPC envoie quoi là? Mais il s'agit d'un mal national. Mais le RDPC on se voit de parti politique. Si on envoie de mauvaises armées, de mauvais enseignants, de mauvais médecins, ça va y avoir le RDPC tout le Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Ici, vous avez amené avec votre parti politique. Je ne suis pas sûr que vous... c'est vous qui avez parlé de tout ça. Il faut arrêter le RDPC. Je dis que arrêtez. D'accord. Copita honorable, vous avez la parole pour nous dire, j'aimerais bien qu'on puisse trouver également dans vos propos une perspective positive pour ce pays, puisque finalement cette question de faux diplômes commence à faire beaucoup de chou gras, ça fait du mal partout. On le disait avant de venir découvrir que quelqu'un a un faux diplôme. Parfois, vous entrez dans une administration, celui qui est assis n'arrive pas à rédiger le document que vous attendez et vous êtes debout, vous ne comprenez pas comment il fait pour être assis derrière ce bureau, à avoir le cachet entre les mains et une signature qui ne mérite pas. Pendant ce temps, on a des jeunes qui ont des diplômes et qui malheureusement cherchent du travail. Donc ça devient un véritable problème. C'est une grosse épine quand même dans le pied du Cameroun. Il faut qu'on trouve un moyen de résoudre ce problème. Merci Rosalie, vous avez insisté là sur les conséquences macroéconomiques de cet état de choses parce que ça empêche le pays de pouvoir créer des richesses qui permettent d'évoluer. Mais avant de me prononcer sur ça, parce que la problématique c'est de voir pourquoi... Bien sûr. Je voudrais saluer l'acte du ministre de la Défense, son excellent M. Betty Assomo, parce que comme le président Asiga a dit, M. Bidimalion aussi, le professeur a dit, ce n'est pas le seul ministère où on va trouver ce genre de situation. Le recrutement même, le ministère qui recrute principalement dans la fonction publique au Cameroun, que ce soit par voie de concours direct ou par recrutement indirect, c'est la fonction publique. Donc si le travail qui se fait à ce niveau se faisait aussi partout, je crois que chaque année on devrait avoir des centaines de milliers de faux diplômes et les extraire comme ça de l'administration afin de ne pas avoir des piètres rendements dont vous parliez tout à l'heure. Quelles peuvent être les causes? Pour moi, je pense qu'il y a trois causes principales. La cause fondamentale, c'est le culte du diplôme. C'est ce que vous avez appelé la diplômite. C'est-à-dire, chez nous,
alors que les États qui veulent véritablement se développer, lors du recrutement, posent la question, qu'est-ce que vous connaissez faire? Chez nous, on dit quel diplôme vous avez. Et c'est pour ça que ça encourage les gens à courir par tous les moyens à chercher le diplôme au lieu de chercher le savoir. La deuxième cause, et je voudrais dire, M. Bidima, que ce n'est pas seulement la défaillance, même les parents, vous dites que les parents n'ont pas le temps de surveiller, mais parfois c'est le parent lui-même qui cherche les voies et moyens qui permettraient à son enfant qui n'a pas pu avoir le bac, d'avoir un faux bac pour aller présenter. La deuxième cause, c'est l'opacité. L'opacité qui caractérise le processus de recrutement dans les principales administrations de notre pays. On va vous demander, M. Bidima était l'un des hauts cadres de la CNPS, demandez comment on fait pour devenir là-bas, comment on fait pour être recruté à la SNH, comment on fait pour être recruté à la Sonara, ainsi de suite. Personne ne vous dira. Mais vous trouvez chaque jour qu'il y a des recrutements là-bas. Donc cette opacité permet de voir qu'il suffit d'avoir le diplôme et d'être derrière quelqu'un qui connaît le circuit pour être recruté sans qu'on ait à vous poser la question de savoir si vous avez les valeurs qui justifient ce que le diplôme présage que vous êtes. Non, personne. Donc il y a cette opacité. La deuxième cause principale, justement, le professeur insiste là-dessus, c'est l'impunité. C'est l'impunité parce que lorsqu'on arrive à découvrir les rares cas qu'on découvre, comme le ministre de Bétias recouvre là, on s'arrête à la radiation. On dit non, ils sont radiés des effectifs de recrues de l'armée et c'est terminé. Donc tout se passe comme si, bon, ben, quand on les radie, n'est-ce pas, ils vont aller se chercher ailleurs, ailleurs où ils n'auront pas, ils peuvent passer sous les mailles, où ils n'auront pas la même rigueur au niveau que ce que le ministère de la Défense fait. Mais s'agissant particulièrement de ce qui se passe au ministère de la Défense, tout en saluant ça, je trouve une défaillance dans la manière de faire. Parce que vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Je vais y arriver, mais je voudrais d'abord dire que le tout, parce que pour être recruté dans l'armée camerounaise, quand on lance la vie de concours, les gens envoient les dossiers. C'est au niveau même de déclaration des candidatures qu'on devrait pouvoir faire ce travail. Pourquoi on ne peut pas vérifier le diplôme en amont avant de mettre les enfants en compétition? Pourquoi on recrute, on vous met dans l'armée et puis après on peut faire des vérifications? Non, je voulais apporter la précision. Pour cet autre recrutement, c'est ce qui a été fait. Ça veut dire qu'ils ont été découverts avant d'aller en formation. Non, on a dit après la publication, non, des résultats. Pour cette vague, sinon, la dernière fois, oui, quand on a eu les 900, oui, ils étaient presque en fin de formation. Cette fois, le travail a été fait avant la visite médicale qui était le dernier arrêt. Tu ne me comprends pas, Roger. Oui. C'est-à-dire que quand on parle de visite médicale approfondie, ça veut dire qu'il y a déjà les résultats d'admission qui sont publiés. Et maintenant, vous allez la visite médicale, vous allez à la visite médicale. Mais moi, je parle de vérification en amont. Le premier niveau de vérification, c'est que avant même la pratique sportive. Quand on a la recevabilité des dossiers de candidature, c'est à ce moment qu'on doit ouvrir le contrôle d'authenticité. Et lorsqu'on trouve que ce n'est pas authentique, on va publier la liste de ceux qui sont appelés à concourir, à compétir. Je pose quand même une question honorable. Vous savez que parfois on veut recruter 300, on a 15 000 Camerounais qui y sont. Et que généralement les jours se suivent. Ça veut dire que le délai est ici 2 jours après le sport. Vous pensez que vu notre système qui n'est pas numérique, ils ont moyen... Qui n'est pas digital. C'est ce qui empêche... C'est ce que il faut le dire. Donc c'est un système politique purement hypocrite. Un système politique purement hypocrite parce que, regardez dans les pièces à fournir dans le dossier de candidature, s'agissant particulièrement du diplôme, on va vous demander non seulement la copie du diplôme, mais également la présentation de l'original du diplôme. Or, ce n'est pas n'importe qui signe. Ce n'est que récemment qu'on a autorisé les préfets. Avant, c'était que le gouverneur qui signait ça. L'attestation de présentation honorable. À ce niveau-là, c'est encore insuffisant parce que pour qu'une autorité arrive à certifier l'authenticité des diplômes, il faut qu'il y ait quelque chose de référence qui est on a posé. Oh, un enfant qui a le BPC à Maga,
pour arriver à aller signer l'autorisation de personne l'origine de diplôme à Garouaboulaye. Or, là-bas, les données n'y sont pas. Mais ce n'est pas un motif. Non, je dis que je me trouve insuffisant. Oui, il faut effectivement arriver à numériser cette affaire. Il faut numériser, mais absolument. Je dis que la base de données de diplôme, oui, que vous ayez fait à Mora, oui, ou à Yaoundé 7e, où je suis, la base de données centrale, c'est au ministère. Ça doit être ministère de l'éducation de base, si ça y est, les diplômes de primaire. Ça doit être le ministère des enseignements secondaires. Ça doit être le ministère des enseignements supérieurs. Bon, pourquoi donc exiger cette pièce-là, l'attestation de présentation de l'original? Si on signe ça sans rien vérifier. C'est le ministère de l'enfant de donc ça voudrait dire donc ceux qui ont authentifié doivent également être poursuivis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On vous dit que l'honorable donner une seconde. Non, c'est que la présentation de l'original est même déjà fausse. Mais un faux qui ressemble au vrai. Et le sous-préfet a devant lui peut-être 20 000 personnes qui demandent la signature. Et les délais, comme Rosalie a dit, sont extrêmement limités. Or, je me serais entendu ce que vous dites est très vrai. Si on avait seulement ce qu'on appelle le code barre au niveau des diplômes. Tout simplement, c'est-à-dire quoi? On numérise tous les diplômes du Cameroun. On numérise, on va jusqu'à l'université. À partir du code barre, comme aujourd'hui, on vérifie l'attestation de non-redevance des impôts. Immédiatement, on va juste flasher et ça vous renvoie là où vous avez fréquenté. Et le problème est totalement... Donc, vous avez vu ce qu'il faut faire pour l'avenir. Voilà ce qu'il faut faire pour l'avenir. Ça bloque donc. Il faut cela. Pourquoi non, ça ne bloque pas les études. Parce qu'il n'y a pas la volonté politique des non, les études y sont. Et les gens laissent des situations que les jeunes vont exploiter, parce que quand vous trouvez le faux qui deviennent le lot quotidien dans un État, ça veut dire que les procédures sont défaillantes. Absolument. Et alors il ne faut pas se limiter seulement à sanctionner les enfants qui ont exploité de cette défaillance systémique. Il faut également tirer la responsabilité de l'État. Pour dire que si cela est rendu possible, c'est parce que l'État quelque part était défaillant. Et la défaillance de l'État à ce niveau, c'est l'absence de la volonté politique de sécuriser les diplômes. En mettant simplement ce code de tweet qui permet de flasher pour pouvoir voir que ce diplôme est faux, ce diplôme est authentique. C'est l'absence de cette volonté politique qui continue à faire que on est je veux dire quoi, tout à fait une procédure de recrutement totalement obscure, qui n'a rien de clair. Où on regarde seulement le diplôme sans... On ne va pas compris pourquoi un autre Cameroun n'avait pas ce diplôme. Ce faux diplôme-là. Non, toi, ce que tu dis. Pourquoi il n'y en avait pas à leur époque? Tu vas dire, non, à leur époque... Je dis donc, c'est... Je dis, à l'époque, il a fait... Pourquoi il a fait... Alors ça, la réponse à ta préoccupation m'amène à convoquer la 4e cause. Oui. C'est le chômage endémique qui est développé. Vous avez compris, le président Asiga, en sortant de l'école, les gens avaient déjà des entreprises qui leur proposaient des emplois. Mais aujourd'hui, quand vous lancez, nous sommes ici à Info TV, que le président Dieudonné publie seulement un communiqué qu'il veut recruter une secrétaire ici qui a le BTS en bureau, en secrétariat bureautique. Il aura 1000 candidats. Il aura 1000 candidats. C'est conséquence de ce que la politique de l'éducation au Cameroun est défaillante. Elle n'est pas en adéquation avec les réalités, le monde de l'emploi. Elle est tout simplement politisée. Où on voudrait tout simplement courir vers le nombre. L'État dit, on a eu cette année 50 000 bacheliers, on a eu ceci, on a eu cela, on a créé 10 lycées, alors que dans les 10 lycées là, l'État n'a construit aucun bâtiment. D'accord. L'État n'a donné aucune table banc. L'État n'a même pas envoyé 2 enseignants. Ce sont les maîtres des parents. Quand vous dites qu'il y a une défaillance, un élève qui a master écrit 2 phrases, aujourd'hui on y trouve 30 fautes, c'est parce que c'est aussi ça. Quels sont les enseignants? Vous ne pouvez pas avoir les enseignants de la qualité du docteur Asiga. Le docteur Somba. Du docteur Somba, autant pour moi. Donc quand vous créez un lycée pour des causes, pour des visées électoralistes, hein,
Parce qu'on va dire, on va... Honorable Coupe, nous avons tout à la politique. Mais c'est alors que nous parlons d'un politique problème très sérieux qui concerne une cause nationale. C'est la conséquence. Je n'ai pas souvenance qu'Honorable Coupe a proposé à faire un projet de loi. C'est la conséquence. D'accord, on va jouir des 4 minutes qui nous restent pour sortir de cette émission. En une minute, quelqu'un dit quelque chose comme proposition. Bon, la proposition a déjà été faite. Je crois qu'il faut numériser tout. Le système doit être numérisé comme toute l'administration camerounaise. Et comme ça, on aura de la performance, de la qualité et puis de la transparence. Mais je voulais un peu revenir sur... Oui, tant que c'est dans les 1 minute, il a dit qu'il a été à l'école missionnaire. J'en ai été. J'étais au petit séminaire. J'étais au collège Stoll. J'étais au collège Saint-Michel. J'ai été à la salle. Et je crois que vous savez, je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Vous savez ce qu'on appelle l'écriture canadienne? Vous avez trouvé ça? Non, il est arrivé après vous. Après. On les a tous enlevés du jury du BEPC. Tous les frères canadiens. Parce qu'il y avait une écriture spécifique pour tous les élèves qui sont dans les établissements confessionnels enseignés par les Canadiens. C'était de la haute... C'est une forme de tricherie. La haute tricherie, 100%. Ouais. Dès qu'on voit, On reconnaît son enlevez le numéro que vous voulez là. C'était de notoriété publique. On les a enlevés. Parce que c'était toujours 100%. Donc, je voulais dire qu'il n'y a pas de système. Partout, on peut tricher partout, mais il faut mettre en place des garde-fous, tels que la numérisation, comme on a dit tout à l'heure. Et je crois que la moralisation ne peut pas venir tout seul, ça vient aussi de la punition. D'accord, Lucien, je sais de votre minute. Il faut tout digitaliser. Tout. Il faut aller dans la numérisation, il faut aller dans la moralisation, dans l'éthique. Il faut aller à la peur de Dieu. Oui, parce qu'aujourd'hui, tellement on n'a plus peur de Dieu, on est même capable de voler plus qu'une souris, et qu'on est capable de tricher et de venir à Info TV dire que je suis docteur. Je vous ai toujours dit ici que ne m'appelez pas docteur Bidima parce que je ne serais pas capable de montrer un de mes camarades avec qui j'ai soutenu la thèse. J'ai fait mon devoir, je me suis arrêté et je peux vous montrer, c'était tous mes camarades. Donc, cela nous renvoie sur le fait, et je peux être d'accord, il faut changer totalement le système éducatif camerounais et même africain. Il faut revenir dans la professionnalisation. Il faut aller dans des exemples comme je vous ai dit, l'exemple de l'Israël où il y a totalement la main d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on privilégie les petits emplois. Il ne faut plus avoir peur d'être agriculteur. Mais quand vous êtes agriculteur, ce n'est pas pour qu'on vous donne après une machette. Il faut mettre les méthodes d'accompagnement. C'est-à-dire quoi? Vous êtes agriculteur et après une banque peut vous soutenir. Après l'organisme peut faire votre suivi et après vous devez être là à employer plutôt, à créer d'autres emplois. Donc voilà globalement ce qu'on fait. Et nous au RDPC, nous sommes là en train de s'y attarder pour qu'effectivement nous arrivions à la professionnalisation avancée. Honorable. Je suis très fier ce soir que Edima ne parle que de l'éthique, de la morale. Et il nous rejoint dans le souhait de changer le système scolaire. Il ne reste que de prendre la carte de l'UDC. Et ça serait très bien. On se connaît, on a fait la même école, on est de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous tous, nous souscrivons à l'impérative solution par la digitalisation. Il faut digitaliser le système et ça va réduire au moins à 90% ce risque de fraude. La deuxième chose, il faut rendre transparent le recrutement. Et il faut aller à l'exigence du savoir-faire et non du culte du diplôme. Mettre les gens à l'épreuve de ce qu'ils sont supposés connaître au regard des diplômes qu'ils brandissent. Nous sommes le seul pays où les ingénieurs ne portent pas les bottes, où ils portent les costumes pour rester dans les bureaux. Or, donc si on les met à l'épreuve de ce qu'ils sont supposés connaître, les choses sauteraient à l'œil nu. C'est la chose qu'il faut faire. Et la dernière chose, il faut aller à la sanction. Il ne faut pas, lésiner. Je crois que le ministre de la Défense a fait son travail. Il reste maintenant que ceux qui travaillent comme
gardiens des droits de la République fassent leur travail. Le procureur doit se saisir de ces différents dossiers pour pouvoir faire valoir la loi camerounaise. Docteur Hubert Essoba. Docteur. C'est un vrai docteur. Oui, moi j'ai un vrai docteur. Là, moi, je peux le Allez-y, docteur. Je suis très content que nous tous nous sommes en train de nous rendre compte qu'il faut digitaliser le système de la diplomation ici. C'est un gros et un réel problème. Dès que nous avons la banque de données, ce problème est résolu au moins de 80, comme dit le député. Et il faudrait adapter, justement, comme on a parlé du changement du système, adapter maintenant les canevas de notre système aux réalités d'ici, de manière à créer la concurrence auprès de tous ceux qui ont besoin d'y accéder à des postes à partir des compétences et non à partir des papiers diplômes. Et je suis parfaitement du même avis que le député, sans être de l'UDC, parce que quand il parle de la sanction, je vous dis que en réalité, si on avait il ne faut pas se limiter à dire qu'on a écarté, on a rejeté. Non, il faut justement sanctionner. C'est pour ça que je vous ai dit, en termes de blague en début de mon propos ici, que si ce qui n'est pas sanctionné m'est permis, puisque lorsqu'on a encouragé, vous voyez que lorsque maintenant on a sanctionné, on en a rejeté ce qu'on a rejeté là. Vous croyez qu'ils ne vont pas se retrouver en train de faire la médecine et des autres corps de métier? C'est un peu d'accord avec moi quelque part. Je serais justement que vous avez justement parlé de la numérisation de manière à créer effectivement une certaine traçabilité. Merci. On va sortir encore avec ce communiqué de Pichenet, communiqué Radio Presse. Le coordonnateur général du projet d'investissement en capital humain, l'abrégé Pichenet, organise donc du 8 juillet au 24 août 2024 un stage de vacances rémunéré à l'intention des élèves des classes de première et terminale du sous-système francophone et l'OPASIX du sous-système anglophone de la ville de Yaoundé et de ses environs. Par rapport aux éditions précédentes, une des grandes originalités du stage 2024 est qu'il permettra aux jeunes de bénéficier des enseignements pratiques de conception, d'élevage et d'échanges thématiques. Par ailleurs, ce stage permettra aux apprenants de dialoguer en mode virtuel sur des problématiques d'intérêt commun avec des étudiants d'universités d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Conditions à remplir. Être élève justement des classes de première ou terminale du sous-système francophone ou de opposite en l'AWASIX du sous-système anglophone, régulièrement inscrit pour l'année scolaire 2023-2024. Être âgé de 15 ans au moins et 25 ans au plus tard le 30 juin 2024. Produire une copie du bulletin de notes de l'année en cours ou d'une attestation de scolarité. Adresser une demande non timbrée de stage de vacances à l'attention du coordonnateur général du Pichenet. Produire une photocopie de carte d'identité nationale ou de carte scolaire en cours de validité et remplir et faire contresigner par votre parent ou votre tuteur une fiche de renseignement téléchargeable sur le site www.pichenet.com et tenant lieu d'accord formel du parent. Les dossiers complets seront donc reçus au siège social de Pichenet au quartier Olézois derrière l'école primaire et maternelle Foustel de Collonges au plus tard le 27 juin 2024 à 16h, délai de rigueur. Les élèves présélectionnés seront invités à un entretien de sélection au siège de Pichenet le samedi 29 juin 2024 dès 8h précises. Contact pour informations complémentaires. Fadimatou Nasria 690 591 262. Nganoma Achille 675 213 769. Nico Léopold 674 704 525. Il aura deux bidimans. De quoi occuper vos enfants pendant ces vacances. Merci Lucien Bidima, merci au docteur Hubert Essoba. Merci aussi. Merci à Benoît Essiga et bien sûr à l'honorable coup de pite à Damo. Ismaël était encore derrière les caméras. Fernand Guy était au mixage vidéo de cette émission. Benvas l'a encore réalisé. On fait un petit clin d'œil à Nadège Ngam
Mulende épouse Baman, elle est du côté des États-Unis d'Amérique. On embrasse également Marie Amana du même côté des États-Unis d'Amérique. Respect, M. Didoniva. Je vous laisse en compagnie, bien entendu, d'Herminie Louga pour le journal en langue de Shakespeare. On se dit à demain, 17h. Bonne suite de programme sur nos amis. Il y a aussi Adja qui vous a salué.